Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Jean-Yves Le Drian invite le président Alpha Condé à l'apaisement de la crise politique née du double scrutin contesté du 22 mars dernier. Sur le terrain, le FNDC se voit conforté dans sa position. Le RPG Arc-en-Ciel, lui, demande à l'opposition. L'Organisation mondiale indépendant d'experts afin d'établir une évaluation honnête de la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus et permettre de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Encore une fois, bienvenue à tous. La Chine participe activement au néocolonialisme en Afrique. Elle est présente dans tous les secteurs économiques. Le premier créancier du continent noir avec 145 milliards de dollars. Dans quelles conditions ces prêts sont contractés? Crée-t-il de la richesse en Afrique? Réponse dans ce reportage de Mamadou Kalisso, Lamine Girassi, Aboubakar Din Kamara. La Chine n'a pas participé à la conférence de Berlin de 1885 qui a permis le partage de l'Afrique entre les puissances occidentales. Pour le néocolonialisme du continent noir, les Chinois y participent activement. Pour certains, ils sont sur le point de surclasser les anciennes puissances colonisatrices. Souvent, je dis aux Africains, vous êtes en train de dénoncer le colonialisme occidental pour vous amener ou bien pour courir vers le colonialisme chinois. De toutes les façons, c'est du colonialisme. Qu'il soit chinois ou occidental, souvent, je préférerais personnellement qu'il soit même occidental, parce que aujourd'hui, les études montrent que la collaboration qu'on a avec les occidentaux sont plus profitables à la création de la richesse qu'une certaine collaboration qu'on a avec la Chine. Donc si on y prend garde, on est en train d'hypothéquer la capacité des générations à venir. À la conférence de Bâle de 1990, l'ancien président français François Mitterrand a invité les États africains à lancer le processus démocratique, sous peine d'être privés de l'aide du Nord. Ce qui a permis la naissance du multipartisme, un véritable cauchemar pour des dictateurs et despotes africains. Que faire? Ils se tournent vers l'empire du milieu, moins regardant sur la gestion interne de ses partenaires. La seule chose qui fait que les pays africains se sont rouillés vers la dette chinoise, c'est qu'elle ne conditionne pas, la Chine ne conditionne pas l'accès à la dette aux questions de bonne gouvernance. Et comme on est véritablement, potentiellement des dictateurs, ou bien des dictateurs avérés, on préfère aller vers quelqu'un qui ne nous demande pas de compte. Actuellement, la Chine est le plus gros créancier de l'Afrique. 145 milliards de dollars américains, dont 8 milliards devraient être remboursés en 2020. Avec la pandémie de Covid-19 qui a frappé de plein fouet l'économie mondiale, les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall ont plaidé pour l'annulation de la dette africaine. Mais les créanciers ont préféré l'allègement. Pour le cas spécifique de la dette chinoise, des études réalisées dégagent des remarques inquiétantes. D'abord, elle est contractée dans une opacité totale, terreau fertile de la corruption. Généralement, le public n'est pas au courant comment est-ce que les choses sont faites. J'en veux pour exemple les 20 milliards consentis à la Guinée, comment est-ce que ça a été négocié avec les mines. Selon cet ancien ministre de l'économie et des finances, tous les pays s'endettent. Mais faudrait-il que la dette puisse permettre de générer suffisamment de revenus pour payer le service né de cette dette? Selon lui, c'est grâce à ces prêts chinois que la Guinée a réalisé le barrage hydroélectrique de Caleta et Souapiti qui est en chantier. Ce sont des bons investissements, mais à condition qu'il y ait un véritable contrôle pour ne pas que le coût de ces barrages soit surévalué. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des soupçons de surfacturation de ces barrages, malheureusement. Ce sont des soupçons, mais nous n'avons pas encore les chiffres réels. La dette chinoise, elle va poser un problème. Elle va vraiment poser un problème dans les années à venir. Parce que c'est une dette qui ne crée pas de la richesse. Or, le principe de la dette, c'est que je m'endette, j'investis, le résultat de l'investissement,
me permet de rembourser la dette. D'après cet universitaire, la dette chinoise crée certes de la croissance économique en Afrique, mais ne réduit pas la pauvreté. Cela s'explique par le fait que les projets financés par les Chinois sont souvent exécutés par des entreprises chinoises. Ces sociétés pullulent à Bokeh, érigées en zone économique spéciale. Nous aurions souhaité qu'il y ait des usines de transformation de cette bauxite en aluminium au lieu de prendre la terre rouge. Ça fait des dégâts extraordinaires sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, Bokeh et Bofa, ce sont des villes martyrs et la Guinée avec. En plus de la dette chinoise, ces économistes plaident pour l'annulation de la dette coloniale, la dette dite de la naïveté contractée dans les années 70 et celle de l'an 2000. La Guinée continue d'enregistrer de nouveaux cas confirmés de Covid-19 au niveau des populations. L'on constate un relâchement dans le port de Bavette, pourtant rendu obligatoire par un décret du président ce jeudi de leur quartier pour distribuer des masques aux vendeuses de ce lieu de négoce. Qui a tué 34 personnes à ce jour dans le pays. Dressa Bari, Aboubakar Bangora. Depuis fin avril, le président a imposé le port obligatoire des masques sur la voie publique. Une décision qui visait à limiter la propagation du coronavirus dans le pays. 2 mois après, les citoyens de la capitale commencent à relâcher cette mesure alors que le pays continue d'enregistrer de nouveaux cas chaque jour. Une réalité qui pousse Jeunes sans frontières de Tombolia à se lancer dans la distribution de bavettes aux femmes du marché. Le marché, parce que nous avons constaté, comme vous voyez derrière nous, il y a beaucoup de femmes qui sont là aujourd'hui et qui ne se protègent pas contre la maladie et cela aggrave la situation. Donc nous sommes rentrés dans les marchés pour sensibiliser ces femmes, les donner l'importance du port des bavettes. Effectivement, de mettre des ponts devant cette pandémie pour sauver notre population d'abord à la base et ensuite les autres quartiers les plus infectés. Au-delà des masques distribués, ces jeunes sensibilisent aussi les femmes du marché sur le respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19, surtout dans ces lieux de grande concentration humaine. Un message qui semble tomber dans de bonnes oreilles, en témoigne cette vendeuse. Avec cette maladie, il faut qu'on se protège en se lavant les mains, en utilisant le masque et en respectant la distanciation sociale. Les responsables locaux du quartier qui se sont associés à la démarche invitent les jeunes d'autres quartiers à s'investir aussi dans cette campagne pour limiter la progression du virus. Donc je les ferai appel, ils n'ont qu'à essayer de se joindre à cette équipe ou de prendre l'exemple sur eux pour pouvoir quand même aider notre nation afin qu'on puisse vraiment enrayer cette maladie. Selon les dernières statistiques en date du 7 juillet de la NSS, la Guinée a enregistré 4 577 sorties guéries des centres de traitement épidémiologique sur les 5 697 malades pour 34 décès hospitaliers. Le bloc de l'opposition constructive, BOC, recuse les démembrements de la CENI et réclame le respect des recommandations de la CEDEAO. Pour Dr Ibrahim Assori Diallo, ces 2 revendications sont les seuls gages de sa participation à la prochaine élection présidentielle. Alseni Bari, Lamine Silla ont participé à ce point de presse. Suivez. Si l'élection présidentielle est fixée au 18 octobre 2020, le bloc de l'opposition constructive a des exigences sans lesquelles il ne participera pas à cette élection. Il s'agit d'abord du respect des recommandations de la CEDEAO. Lors des élections législatives, la CEDEAO et l'Union africaine, ils avaient audité le fichier. Ils ont retrouvé plus de 2 millions et quelques personnes, électeurs qui n'avaient pas de renseignements complets. Ils ont demandé de faire une liste pour suivre la traçabilité des électeurs. Et aujourd'hui, le travail là n'est pas encore fait. Nous demandons la CENI, si ce travail n'est pas fait, on n'ira pas aux élections. Mais nous sommes quand même disposés de partir aux élections si ces conditions sont réunies. Ensuite, le BOC recuse des démembrements de la CENI qui, selon lui, ont causé des problèmes lors du double scrutin du 22 mars.
notamment la destruction des urnes par endroits. Que la CENI respecte aussi le renouvellement des démembrements, parce qu'on dit que les démembrements, leur mandat finit après élection. Compte tenu de l'élection législative, c'est fini, et les élections présidentielles, il faut qu'on renouvelle, parce qu'on a été victime de ces problèmes, de ces démembrements qui n'étaient pas du tout favorables pour les élections. Le BOC dit être prêt à participer à l'élection présidentielle avec ou sans Alpha Condé. Nous pensons que c'est un problème des partis politiques. Si toutefois la nouvelle constitution reconnaît qu'un ancien président soit candidat, ce n'est pas à nous de contester ça, parce qu'on a accepté la nouvelle constitution, donc on doit accepter tous les points qui existent dans cette nouvelle constitution. Si le président Alpha Condé est vraiment désigné par son parti, rien ne peut nous empêcher d'aller avec lui. Dr Ibrahima Sory indique que le FNDC n'a plus sa raison d'exister, car selon lui, la constitution de mai 2010 a été modifiée. Réaction croisée du FNDC et du RPG Arc-en-Ciel à la sortie du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian invite le président Condé à agir dans l'apaisement de la crise politique née du double scrutin contesté du 22 mars. Le FNDC se voit conforté dans sa position et maintient la pression à travers la marche projetée le 20 juillet prochain. Le parti au pouvoir, quant à lui, invite l'opposition au respect des institutions républicaines et accepte de dialoguer. Reportage Mamoudou Bouler et Diallo. Devant ses députés européens, le ministre français des Affaires étrangères répond à une question relative à la crise politique guinéenne. Notre posture est de soutenir et la démocratie et le droit. La démocratie dans les États fragiles, vous avez cité la Guinée et nous souhaitons que les initiatives soient prises par le président Condé pour apaiser la situation à la suite d'un référendum que nous avons contesté. Une sortie hautement appréciée par le FNDC. La plateforme des citoyens et acteurs politiques de l'opposition guinéenne continue à contester le Parlement et la nouvelle constitution. Nous saluons à sa juste valeur cette sortie responsable du ministre des Affaires étrangères de la France. La position de la France reste la même. Elle contexte, comme le FNDC, le double scrutin des législatives et le référendum. Au RPG, on salue également la sortie de Jean-Yves Le Drian. La porte-parole du parti au pouvoir rappelle cependant que la Guinée est respectueuse des valeurs démocratiques et que c'est aux citoyens guinéens de décider de sa ligne politique. Nous parlons quand même de la République de Guinée. Nous sommes dans de meilleures conditions de relations que vous pouvez imaginer avec la France, mais cela ne nous fait pas omettre la nécessité que l'on rappelle très souvent que justement la République de Guinée est avant tout respectueuse des enjeux liés à la démocratie, des fondements de la démocratie, qui voudrait que lorsqu'on parle d'un double scrutin, notamment du référendum et des législatives, on laisse le soin au peuple de décider. Pendant ce temps, le FNDC tient à manifester le 20 juillet prochain pour demander l'annulation du double scrutin et la rénonciation au troisième mandat pour le président Alpha Condé. Le RPG, quant à lui, s'est dit prêt à aller à un dialogue, mais dans le respect des institutions de la 4e République. Tristesse et consternation, c'est ce que la communauté ivoirienne en Guinée vit depuis l'annonce du décès mercredi soir du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire, désigné par Alassane Ouattara pour être le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly est parti brusquement à la suite d'un malaise au Conseil des ministres. Le reportage est de Mariam Fodé Camara et de Ali Ouba. Amadou Gon Coulibaly était jusqu'hier matin Premier ministre de la Côte d'Ivoire avant d'être arraché par la mort dans l'après-midi mercredi. Depuis l'annonce de son décès, la communauté ivoirienne vit dans la tristesse et la consternation. Nous venons de perdre un Ivoirien qui est d'abord notre Premier ministre et qui a été choisi par son parti politique pour qu'il soit candidat aux élections d'octobre 2020.
C'est une tristesse, une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est avec consternation et tristesse que nous avons appris le décès de M. le Premier ministre, candidat du RHDP. J'avoue que nous sommes sous le choc, mais quand on a la foi, on se remet à la volonté divine. Les qualificatifs ne manquent pas à l'endroit de celui qui était choisi comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ses compatriotes ivoiriens se confient. Ce que nous retenons de l'homme, c'est que c'est un bosseur, c'est quelqu'un de loyal, c'est un fidèle des fidèles du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Un homme de rigueur, comme je l'ai dit, et je crois qu'il a vraiment œuvré à ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Amadou Gon Coulibaly était aussi un modèle pour la jeunesse ivoirienne, comme le disait le président Ouattara. Si le président dit qu'effectivement c'est un modèle de la jeunesse, c'est que c'en est un. C'est tout à fait normal, c'est ce qui a prévalu même son choix par le président et toute la famille RHDP en tant que candidat du RHDP. Amadou Gon Coulibaly est décédé de suite de problèmes cardiaques à l'âge de 61 ans. Un décès qui, selon certains, bouleverse le jeu politique ivoirien. Au lendemain du décès du Premier ministre ivoirien, plusieurs interrogations se font autour de l'avenir politique du pays. C'est naturellement un nouveau scénario qui se dessine, mais comment se profile-t-il? Bernard Koundouno d'Ibril Kaba Kamara sont allés à la rencontre de Aboubakar Sansobari, un analyste politique. Suivez. 3 mois seulement avant la tenue de la présidentielle en Côte d'Ivoire, son premier ministre, candidat du parti au pouvoir, est décédé mercredi des suites de malaise. Cette disparition laisse un vide au sein du RHDP et bouleverse le jeu politique en Côte d'Ivoire. Pour des analystes politiques, cette disparition risque d'avoir un impact négatif sur le calendrier politique de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. 2 scénarios peuvent se présenter. Le premier, qui est peut-être le plus redouté, c'est celui qui amènerait le président actuel à reconsidérer sa promesse d'aller à la retraite et de passer le relais à quelqu'un d'autre, de reconsidérer cette promesse et lui-même de briguer un nouveau mandat. Mais qui va représenter le parti d'Alassane Ouattara à la présidentielle? Une question à laquelle la plupart des analystes politiques essaient de répondre. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il peut trouver quelqu'un d'autre autour de lui qui peut incarner la même confiance. On évoque notamment la piste d'Ahmed Bakayoko, son actuel ministre de la Défense. Il y a la piste Daniel Kablan-Duncan et puis il y a la piste Patrick Hachi, le secrétaire général à la présidence de la République. Le 31 octobre est la date retenue pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le décès du principal candidat du Rassemblement pour les Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pourrait impacter la tenue à date ce scrutin, estime l'administrateur général du site ledjeli.com. Est-ce qu'en maintenant les élections au 31 octobre, il a encore suffisamment le temps de revenir dans sa coalition pour pouvoir se choisir quelqu'un en qui il aura suffisamment confiance? Ce n'est pas très évident. Et maintenant, il n'y a pas que ce paramètre seulement qui pourrait jouer sur l'agenda. Il y a aussi la pandémie du coronavirus. Désormais, les regards sont tournés vers l'actuel président qui devra prendre une décision après l'enterrement de son ancien Premier ministre. Autre chose à présent pour mettre en évidence la politique de professionnalisation de la gestion des déchets, notamment celle en cours d'exécution dans les communes de Conakry. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Papakoli Kourouma, a animé un point de presse mercredi à Conakry. La vision projetée est de promouvoir un cadre de vie et de qualité profitable aux populations de Conakry et d'autre part favoriser le recyclage des déchets à l'horizon 2022. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont pris part à cette rencontre. Compte rendu Dina Bangoura, Aboubakar Keke Bangoura. Cette professionnalisation de la gestion des déchets
s'inscrit dans une dynamique d'amélioration constante des conditions de vie des habitants de Conakry à travers un accès de qualité aux services urbains respectueux de l'environnement. La précollecte est versée au PME qui regroupe les ordures collectées au niveau des ménages à un point qu'on appelle le point de regroupement. Et à partir du point de regroupement, l'ANSP assure le transfert et la gestion de ces déchets à la décharge. Voilà la politique. Une stratégie qui identifie les mesures nécessaires de responsabilisation des acteurs pour impulser un développement performant de la précollecte, du nettoiement et collecte du transport et la mise en décharge des déchets. 2 opérateurs sont choisis à cet effet. Nous sommes en train de construire des points de développement modernes. Jusqu'à 1 km en 6. Et quand on aura maîtrisé le Conakry, et très bientôt, on va s'occuper aussi des capitales régionales. Donc au niveau des capitales régionales, on va restaurer la même politique et pour que toute la Guinée soit développée. Mais il faut le dire qu'avec ces opérateurs, nous avons 4 ans et nous bénéficions de l'assistance des partenaires techniques. Plusieurs sources de financement, dont principalement celles des partenaires financiers, Union européenne, la Banque islamique de développement, seront utilisées pour parvenir aux résultats attendus, conclut-il. Ailleurs dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé annonce la création d'un panel indépendant d'experts afin d'établir une évaluation honnête de la gestion de la crise et permettre de prévenir de telles tragédies. Et dans le futur, le chef de l'OMS a également mis en garde contre les divisions de la communauté internationale. Suivez. My friends, make no mistake. The greatest threat we face now is not the virus itself. Rather, it's the lack of leadership and solidarity at the global and national levels. That's why I said earlier, each and every individual should reflect. And we cannot defeat this pandemic as a divided world. The COVID-19 pandemic is a test of global solidarity and global leadership. The virus thrives on division, but is thwarted when we unite. Et voilà qui met fin à cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.